Vous êtes toujours au cœur de Paris Direct et c'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Rebonjour Karina. Rebonjour Pierrick. Alors on l'a dit, toujours pas de gouvernement en Grèce et toujours donc la fébrilité sur les places boursières européennes. Et oui, Athènes, Alexis Tsipras jette l'éponge. Il n'a pas réussi à former un gouvernement. Les socialistes vont devoir tenter à leur tour de former ce gouvernement. Et en attendant, c'est l'instabilité qui domine sur les places asiatiques. On voit ça tout de suite dans le détail, qui continue de tanguer. Sur le marché d'échange, l'euro remonte face au dollar, mais reste sous 1,30 $. La monnaie unique était tombée hier à son plus bas niveau depuis janvier. Et puis hier, Wall Street a terminé en baisse de plus de 0,5%, même si la place de New York s'est quelque peu redressée en fin de séance, alors que les pays européens ont accordé un répit à la Grèce en acceptant de verser les 5,2 milliards d'euros au pays prévus pour la semaine prochaine. Alors la question de la sortie de la Grèce de la zone euro revient sur la table et se pose de façon de plus en plus concrète. Et nous allons la poser à notre invité, Bernard Hébrand, directeur multigestion chez Invesco Asset Management. Probablement pour la troisième fois en 2 ans, je vous la pose, la Grèce peut-elle sortir de la zone euro ? La réponse est clairement oui, elle peut le faire. C'est un État qui est souverain aujourd'hui. Le petit souci, c'est que dans les traités européens, il n'y a rien qui prévoit comment ça peut se passer. Donc là, tout est à inventer et on voit très bien qu'il y a des avis assez divergents de part et d'autre chez les différents responsables européens. Alors très concrètement, si Athènes ne tient pas ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne et du FMI, il pourrait tirer les cordons de la bourse. D'autant que certains dirigeants n'hésitent plus à évoquer ouvertement le départ de la Grèce de la zone euro. Les explications d'Otsufi. La drachme va-t-elle redevenir la monnaie à Athènes ? Face à l'impasse politique, de plus en plus l'envisagent. Jusqu'en Allemagne, où la possibilité d'une sortie de la Grèce de la zone euro n'est plus du tout tabou. Les ministres allemands parlent désormais ouvertement. S'ils ne poursuivent pas leurs réformes, les Grecs ne recevront plus de nouvelles tranches d'aide financière de la part de l'Europe et se retrouveront donc rapidement en faillite. Ils doivent décider si oui ou non ils restent dans la zone euro. Si la Grèce décide de ne pas y rester, on ne peut pas la forcer. Ce n'est pas nouveau. Beaucoup d'experts estiment cela possible. Ce jeudi, Bloomberg évalue à 50% la probabilité d'une sortie de la Grèce de la zone euro, tandis que les analystes de Citigroup vont jusqu'à 75%. Une éventualité que certains économistes jugent catastrophique. La sortie de la Grèce serait un désastre, parce que si les Européens donnent au monde le sentiment qu'ils ne sont pas capables de régler le cas grec, ça prouvera qu'ils ne sont pas capables de régler le cas portugais, irlandais, espagnol, et à ce moment-là, ça peut être le début de la fin. Les conséquences seraient également rudes en Grèce. Le pays serait obligé de dévaluer sa monnaie, ce qui alourdirait d'autant les dettes libellées en euros par les particuliers et les entreprises. Celles-ci risqueraient de baisser les salaires, voire de licencier pour survivre. Un scénario qui n'est d'ailleurs pas jugé souhaitable par les Grecs eux-mêmes. D'après tous les sondages, une grande majorité d'entre eux se dit opposée à la sortie de la zone euro. Alors si la question de la sortie de la zone euro par la Grèce n'est plus tabou, c'est celle des conséquences qui se posent. Bernard Hébrand, je vous la pose. Y a-t-il un risque de contagion au reste de la zone euro ? Alors, on a bien vu les deux types de réponses qu'on peut avoir face à cette question. Soit on regarde les chiffres. C'est ce que font les ministres allemands actuellement. Soit on regarde les chiffres, on dit quoi ? On dit la Grèce, par ses comptes publics, par sa place dans l'économie européenne, par sa place dans les dettes bancaires, etc., c'est petit. Et entre guillemets, ça peut être effacé des comptes bancaires européens de manière assez simple. Ça, c'est un petit peu la position allemande qui disent s'ils veulent sortir, qu'ils sortent, premièrement. Et deuxième chose en face de ça, on a tous les aspects psychologiques. Les marchés financiers, c'est pas seulement des chiffres, c'est beaucoup de perception et de confiance dans le système. Et ça, c'est une autre réaction qu'on entend aujourd'hui. Si on voit que la Grèce peut sortir, pourquoi pas tous les autres États qui s'en suivent. En gros, une contagion. Donc en ce moment, on est pris entre raison et sentiment pour savoir quel est le type de mécanisme qui peut prévaloir si jamais la Grèce sort de la zone euro. Et alors, il n'y a pas que la Grèce qui inquiète la zone euro, mais il y a aussi l'Espagne. L'Espagne et ses banques. L'annonce d'une nationalisation, celle de Bankia, n'a pas rassuré hier les marchés financiers. Alors faut-il craindre un krach bancaire, comme par exemple en Irlande ? Alors le krach bancaire au niveau de la zone euro globalement, je pense qu'il est déjà là. En 5 ans, les valeurs bancaires de la zone euro, toutes confondues, elles ont perdu plus de 80% de leur valeur. Donc le krach, on est pas mal dedans.
Et ça concerne des grandes banques, des petites banques et de tous les pays, y compris des banques françaises qui ont perdu la plus grosse partie de leur valeur comptable et boursière. En revanche, en Espagne, on a vraiment les deux grandes banques internationales qui sont Santander et BBVA, qui sont, elles, tournées vers l'extérieur, qui sont assez saines, somme toute. Et puis en face de ça, on a toutes les banques qui sont tournées comme Bankia vers la croissance et vers la non-croissance domestique et vers l'immobilier domestique. Et où là, on est dans un puits sans fond. On ne sait pas trop ce que valent les crédits qu'ils ont dans leur bilan, parce que ce sont des crédits qui sont attachés à des biens immobiliers dont on ne connaît pas trop la valeur, mais qui est en tout cas très très faible. Et donc, à nouveau, on a cet effet de contagion et qui est généré et qui est renforcé par le manque de confiance des marchés. Alors, dans ces inquiétudes sur les marchés, la France, pour l'instant, est épargnée. On a un nouveau président de la République, un socialiste. Cet apaisement, pour combien de temps va-t-il durer, selon vous ? Alors la France est épargnée, c'est assez paradoxal. On a en fait, vous savez, les marchés obligataires, ça marche comment ? C'est qu'on a un taux de référence, et dans la zone euro, c'est le taux allemand. Et par-dessus ce taux de référence, on rajoute une prime de risque. Alors évidemment, la prime de risque des États grecs, portugais, espagnols est très élevée. Il se trouve que la prime de risque française est relativement élevée, mais comme le taux de référence allemand n'arrête pas de baisser, finalement la France se finance pour pas cher. Et donc on profite complètement de cette confiance très très forte pour l'Allemagne, même si on a une petite défiance pour la France, c'est une défiance qui reste mesurée. Et l'élection du président dernièrement, du nouveau président français, n'a absolument rien changé à ça. Alors, l'une des mesures qu'il veut prendre, c'est d'introduire un volet croissance dans le pacte budgétaire. Est-ce que c'est de nature à rassurer ou plutôt à inquiéter les marchés ? Bon, alors pour le moment, il faut bien voir qu'on est en période de campagne électorale un peu partout, dans plein d'endroits et en particulier en France. Donc les discours comptent beaucoup. Et en particulier les mots et croissance, tout le monde l'utilise, ce mot, que ce soit le président nouvellement élu en France ou bien la Banque Centrale Européenne, voire les dirigeants allemands. Le seul problème, c'est que personne ne met la même chose derrière ce mot. Donc les prochaines semaines vont être mises à se mettre d'accord sur la définition de ce que c'est la croissance. Et on peut s'attendre à pas mal d'incertitudes et pas mal de rebondissements et beaucoup de tensions sur les marchés financiers. Oui. Merci Bernard Hébrant. Je rappelle que vous êtes directeur multigestion chez Invesco Asset Management. Voilà, et justement, la croissance, François Hollande devrait en parler aujourd'hui avec le patron de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker. Au moment où l'on parle de la réduction des déficits publics, le président élu s'apprête à prendre une mesure aussi très symbolique, Karina. Oui, c'est l'une de ses promesses de campagne, le plafonnement des salaires des patrons dans le secteur public. Le reportage de nos confrères de France 2. Ce devrait être l'une des premières mesures du nouveau président. François Hollande entend s'attaquer avant l'été aux gros salaires dans les entreprises publiques. Son souhait, imposer un écart maximal de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et celui le plus haut dans les sociétés où l'État possède plus de la moitié du capital. Les salaires fixes et variables seraient concernés par la mesure et certains patrons pourraient très vite se retrouver dans l'œil du cyclone. Henri Proglio, patron d'EDF par exemple, il perçoit 1,6 million d'euros par an. C'est 65 fois plus que le salaire le plus bas de l'entreprise. Sa rémunération pourrait être donc divisée par 3. Chez Areva, Luc Courcel gagne 679 000 euros par an, 40 fois plus que ses salariés les moins bien payés. Ou encore à la Poste, Jean-Claude Bailly touche 630 000 euros, 33 fois plus que le salaire de base. Aucun souci en revanche pour Guillaume Pépi, PDG de la SNCF. Avec 250 000 euros par an, il touche 10 fois plus que les cheminots. Pour Anne Lauvergeon, ex-patronne d'Areva, qui gagnait 50 fois plus que ses salariés les moins payés, le plafonnement voulu par François Hollande est normal en cette période de crise. Il faut que les plus hautes rémunérations fassent des efforts. Alors, ils peuvent être conjoncturels, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais moi, ça ne me choque pas outre mesure. Une limitation qui n'existe pour l'instant nulle part ailleurs. Mais le débat est aussi ouvert en Belgique, où le PDG de l'opérateur de téléphonie nationale touche 10 fois plus que le Premier ministre belge. Une loi est en préparation, mais pour l'instant, rien n'est encore appliqué. Voilà, et c'est la fin du journal de l'économie. Merci beaucoup Karina Chabour. Et merci Bernard Hébrant d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous sur France 24 dans un instant. C'est Hélène Drouet qui prend le relais pour une nouvelle demi-heure d'information.